Je cours depuis pas mal d'années et j'ai fait pas mal d'erreurs. Et petit à petit, j'ai compris qu'il y avait certains entraînements qui me permettaient de progresser un peu plus vite que d'autres. Dans cette vidéo, je vais te présenter quels sont les meilleurs entraînements en course à pied, comment les utiliser, comment éviter certaines erreurs, et bien évidemment, on verra une semaine type pour que tu puisses l'intégrer directement dans ton plan d'entraînement. Quand j'ai commencé, je pensais qu'à la VMA. Je me disais qu'il fallait absolument que je travaille ma VMA, donc ma vitesse maximale aérobique, pour pouvoir courir plus vite. Et que plus j'allais être capable de courir vite, plus j'allais être capable de courir vite et longtemps. Pourtant, quand on s'y penche de plus près, c'est pas celui qui a la VMA la plus haute qui gagne la course, ou du moins pas à tous les coups. Tu peux avoir une VMA super haute mais t'effondrer bien avant l'arrivée. Et bien évidemment, en travaillant ma VMA, je pensais aussi travailler ma VO2 max. Et quand j'ai eu ma première montre qui calculait la VO2 max, j'ai commencé à en faire une obsession en me disant que tant que ce paramètre-là serait pas très haut, je pourrais pas performer. Ou du moins pas au mieux de ce que je suis capable de faire avec le temps que j'y mets. Et plus je m'entraînais, plus je me rendais compte que j'étais plutôt un buffle ou un taureau. Plus j'étais capable de courir vite sur une petite distance, mais moins j'étais capable de courir vite longtemps. En fait, dès que je dépassais des allures qui étaient plus longues que 3-4 minutes, je m'effondrais totalement. Sur des hautes intensités, bien évidemment. Et si on s'y penche de plus près, oui, la vitesse est importante. Mais pour tenir cette vitesse longtemps, il faut que ton corps utilise les bonnes ressources au bon moment. Et le tout en perdant le moins d'énergie. Si je me compare, moi, aujourd'hui, au mois d'avant, j'ai pas drastiquement augmenté ma VMA depuis. Par contre, ma foulée, mon corps est devenu beaucoup plus économe. Ce qui me permet d'être plus efficient et donc plus rapide sur des longues distances, ou du moins semi-marathon, et prochainement sur un marathon, du moins j'espère. Prenons un exemple. Si tu as une voiture qui est capable de faire du 0 à 200 en 5 secondes, mais par contre qu'elle a une autonomie en termes d'essence de 50 km, quoi qu'il arrive. Ok, tu vas vite arriver aux 50 km, mais celui qui a une autonomie de 500 km mais qui fait que du 0 à 100, mais qui est capable de le tenir donc très longtemps, sera arrivé avant toi si jamais vous cherchez à faire un 200 bornes ou un 500 ou plus. Donc oui, sur un sprint, l'autre il t'écrase. Mais sur de la longue distance, c'est la voiture la plus économe qui va gagner. Parce qu'elle n'aura pas besoin de s'arrêter. Le mieux étant bien évidemment de combiner les deux pour avoir le meilleur niveau final. Donc oui, si tu veux courir vite, la VO2 max est un critère de performance, mais tout aussi important que l'économie de course. Mais alors quels sont les entraînements à faire pour travailler tout ça? Donc tu l'as compris, pour courir vite, tu dois être capable de courir vite, mais aussi d'être économe pour maintenir cette vitesse longtemps. Et pour ça, il y a plein d'entraînements. De l'endurance fondamentale, des sorties longues, des séances en côte, des séances de threshold, tempo ou encore du spécifique VMA. Il n'existe donc pas un seul entraînement, mais bien une multitude de séances qui vont travailler directement ou indirectement tous ces paramètres. Et c'est là qu'intervient l'entraînement polarisé. Parce qu'un point clé quand on parle d'entraînement, c'est que l'entraînement c'est un continuum. C'est pas tu travailles que ça ou que ça. Non. Quoi qu'il arrive, quand tu travailles quelque chose en course à pied, en triathlon, etc., tu travailles tous les paramètres. Mais par contre, tu peux en cibler un petit peu plus l'un que l'autre. Et encore, toutes les études ne sont pas vraiment d'accord avec ça. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, quand tu cibles un point précis, par exemple la VMA, ça ne veut pas dire que tu ne travailles pas non plus un petit peu ton économie de course. Ou encore que tu ne travailles pas non plus ton seuil numéro 1. Et c'est là qu'intervient donc cette fameuse règle du 80-20. 80% de ton entraînement doit être majoritairement de la basse intensité, qu'on appelle aussi souvent de l'endurance fondamentale, et les 20% restants de l'intensité ou de la haute, très haute intensité en fonction de ce qu'on va y mettre. Donc pour augmenter ta vitesse, il faut un volume d'entraînement assez important puisque le volume permet d'amener la vitesse, mais aussi d'avoir de l'intensité en face pour pouvoir aller travailler plus en profondeur tes capacités à développer de la puissance, de la vitesse. Mais alors, si on devait réduire tout ça, lequel serait le mieux? D'après certaines études, et notamment toutes celles qui sont basées sur les techniques norvégiennes d'entraînement, faire du threshold serait la meilleure des solutions pour courir plus vite. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Comme je viens de te le dire, ces études, elles se basent principalement sur la méthode norvégienne. Et donc, elle met en avant des athlètes qui ont un volume d'entraînement souvent très important. Par exemple, sur les triathlètes Christian Blumenfeld, Gustav Iden, on parle de mecs qui s'entraînent 30-35 heures par semaine, ce qui est relativement important quand même. Et le threshold combiné à un volume important permet donc d'avoir une progression très significative et de réduire le risque de blessure. Parce que pour progresser, on ne doit pas se blesser. Donc selon ces études, il suffirait de faire beaucoup d'endurance fondamentale d'un côté et beaucoup de threshold de l'autre pour avoir une progression optimale. Et donc d'avoir un volume important. Alors depuis tout à l'heure j'utilise le terme threshold, mais en fait d'une je suis pas anglais, de deux je le prononce très mal et en fait en français c'est tout simplement l'allure seuil. C'est donc ce qu'on pourra avoir aussi sur du travail qu'on va appeler tempo. Ce qui n'est pas évident pour définir ces allures de seuil, c'est qu'elles sont différentes pour chacun puisque c'est des repères physiologiques. Mais si jamais tu veux la calculer en termes d'allure chez toi pour la mettre dans ton plan d'entraînement, grosso modo on pourrait dire que chez un débutant, elle se situe entre 85 et 88% de ta VMA.
Donc ta vitesse maximale aérobique que tu peux tester avec un test de demi-Cooper, 15 minutes d'échauffement, 6 minutes à bloc. La moyenne de ces 6 minutes à bloc te donnera ta VMA. Ensuite, chez quelqu'un d'un peu plus avancé, un niveau intermédiaire, on pourra aller de 88% à 90% de ta VMA. Et chez un athlète très expérimenté, on pourra aller jusqu'à 92% de ta VMA. Pour définir précisément quelle est ton allure de seuil, il faudrait faire un test labo. Mais c'est pas à la portée de tout le monde et le travailler déjà en pourcentage de VMA, c'est très bien et c'est largement suffisant pour la grande majorité des athlètes. Puisque comme je te le disais tout à l'heure, on fonctionne sur un continuum. Donc même si tu es 1% au-dessus ou 1% en dessous, tu vas quand même travailler ton seuil. De la même façon, comme on parle d'un seuil physiologique, en fonction de ta forme du jour, ce seuil il peut varier. Donc c'est pas une science exact, du moins on ne peut pas le savoir tous les jours, sinon il faudrait faire des tests très régulièrement. Donc l'idée c'est de prendre une valeur, de la définir comme ton seuil aujourd'hui et progressivement de voir si tu peux la faire évoluer en fonction de ta progression. Voilà, parenthèse terminée, revenons à notre sujet. Donc maintenant, si on veut chercher précisément augmenter sa VO2 max, comment est-ce qu'on fait? Prenons l'exemple de Damien. Damien, c'est quelqu'un que j'ai accompagné dans sa prépa Alpha Ironman. Donc un Alpha Ironman, c'est 1,9 km de natation, 90 km de vélo, 21 km de course à pied. Son objectif, c'était surtout de passer un cap en course à pied sur le semi-marathon. Donc on a fait bien évidemment un travail global de prépa sur Alpha Ironman, mais spécifiquement en amont de cette préparation, on a fait du spécifique pour améliorer sa VO2 max. Grosso modo, ce qu'on a fait, premièrement, on a augmenté le volume, on a travaillé la base. Deuxièmement, on a mis en place du HIIT, de la haute intensité. L'objectif était de faire des allures courtes, très hautes, type 1 minute, 1 minute, 2 minutes, 1 minute, sur des variations d'allure à une allure proche de VMA. On a fait aussi quelques séances en côte qui ont été bien piquantes. L'idée, c'était simplement de lui permettre de débloquer ce plafond de puissance, de vitesse et de pouvoir courir un peu plus vite. Une fois qu'on avait fait ce focus autour de la VO2 max, on est passé sur du travail plus spécifique. Bien évidemment, le tout avec variété et adapté à sa progression, mais surtout à son objectif. On est passé par la suite donc sur du travail un peu plus spécifique en se rapprochant de l'échéance. Le résultat, il perd son semi-marathon lors d'un Alpha Ironman en explosant son chrono de plus de 10 minutes. Alors oui, il avait tendance à toujours craquer avant, mais donc en augmentant sa VO2 max puis en travaillant son économie de course, on a réussi à pallier à tout ça. Donc si toi aussi tu veux comme Damien faire ton record sur semi-marathon, marathon, 10 km, triathlon, et si tu veux que je t'accompagne personnellement sur ta prépa, course à pied ou triathlon, tu trouveras mon formulaire de contact, le premier lien dans la description, et comme ça je te recontacte personnellement juste derrière. Ce qu'il faut comprendre, c'est que varier les entraînements, ça a plusieurs aspects bénéfiques. Premièrement, ça permet de conserver l'envie, parce que je trouve qu'il n'y a rien de pire que de faire toujours la même séance semaine après semaine. Donc ça permet aussi de maintenir la motivation et l'envie de s'entraîner. Mais surtout, finalement, ce qu'on évite, c'est d'être frustré de son propre entraînement et de se dire j'ai pas envie d'y aller. De plus, en fonction des profils d'athlètes, on peut être plus ou moins à l'aise sur certaines séances. Personnellement, moi j'adore les séances tempo. C'est mon truc. J'aime bien quand c'est un petit peu long, un petit peu dur. Par contre, sur de la haute intensité, très mauvais, ou du moins mentalement, c'est des séances qui me demandent beaucoup de ressources, alors que d'autres athlètes, ça va être complètement l'inverse. Car oui, tu peux avoir la meilleure programmation d'un point de vue scientifique du monde, si tu n'as pas envie d'y aller, si elle ne te stimule pas, ça va pas faire grand chose. Car l'intention et l'envie d'aller t'entraîner sont des facteurs primordiaux qui vont impacter ta tête, et ta tête, c'est elle qui contrôle tes jambes finalement. Donc l'envie et l'intention prennent une part prépondérante dans tes entraînements et donc dans ta progression à long terme. Finalement, le mieux serait donc de faire 1 à 2 séances de fractionné par semaine en fonction de ton volume global, tout en respectant cette règle du 80% d'endurance fondamentale ou de basse intensité et 20% d'intensité, tout en variant les séances, 8 x 800 mètres, 5 x 1000, 1 minute, 1 minute, séance en côte, 15 minutes, allure tempo, etc. Mais souviens-toi surtout que c'est un continuum. La VO2 max, l'économie de course travaillent toujours ensemble. Et donc quand tu en travailles l'un, tu travailles l'autre. On est toujours en train de travailler tous les facteurs de la performance, même si parfois on cible un petit peu plus l'un que l'autre. C'est d'ailleurs pour ça que le volume est la clé finalement. La deuxième clé principale reste donc l'économie de course. Et pour avoir une bonne économie de course, tu dois avoir une bonne connexion neuromusculaire. Mais alors, qu'est-ce que c'est que ça? Tout simplement, c'est le cerveau qui est bien connecté à tes muscles. Parce que quand on court, on a plein de muscles plus ou moins importants qui s'activent, se désactivent simultanément. Et si je te prends l'exemple en musculation, parfois quand on fait par exemple du développé couché, on ne sent pas du tout les muscles qui travaillent. Et plus tu vas faire de la musculation, plus tu vas ressentir les muscles qui travaillent, plus tu vas pouvoir les contracter rien qu'en y pensant, en cherchant à le contracter du moins. En course à pied c'est pareil, quand tu commences, tes muscles ils savent pas réellement quand se contracter et donc ils sont pas efficaces. Ils perdent pas mal d'énergie à rien faire, ou du moins
pas à te permettre de courir plus vite ou plus longtemps. Et pour progresser, tu dois pouvoir les activer au bon moment, sans même y réfléchir. Et pour ça, la base, c'est de courir, en étant régulier et constant à l'entraînement. Mais il y a un petit exercice que tu peux faire pour améliorer un petit peu tout ça. C'est un exercice que j'aime beaucoup, je t'en parle régulièrement, c'est les strides. Une stride, c'est simplement une accélération progressive sur une petite courte durée de 50 mètres à peu près, où tu vas simplement jouer avec ta technique. Pour travailler tout ça, tu peux jouer sur ta pose de pied, jouer sur ton regard en essayant de regarder plus loin, jouer sur ta cadence en essayant de faire un petit peu de travail de surcadence pour voir un petit peu comment ton corps fonctionne. Tu peux aussi faire des strides en descente. Ça, c'est hyper intéressant parce que ça permet de se lancer un petit peu plus vite dans une descente, de changer sa cadence, de changer son amorti. Mais attention, à pas te blesser, à pas tomber. C'est du travail qui doit être fait stratégiquement à des moments clés et surtout bien encadré parce que si jamais tu te lances pleine balle dans une descente pleine de gravier et que tu sais pas du tout comment faire, tu peux tomber par terre, te blesser, voire pire. Bref, fais attention. Faire des petites accélérations, c'est très bien, mais fais-le de façon maîtrisée, progressive et contrôlée. Maintenant, passons à une semaine type. Si tu débutes la course à pied, voici ce que je te conseille. Ce plan, je l'ai conçu autour de 4 séances par semaine. Il est adapté à quelqu'un d'intermédiaire. Si tu débutes, je t'ai fait un guide complètement gratuit sur mus.fr. Bien évidemment, le lien est en description. C'est un petit guide sur 12 semaines qui te permettra de préparer ton premier 10 km. Lundi, 45 minutes d'endurance fondamentale. On travaille la base. Mardi, séance fractionnée. On commence bien évidemment avec 20 minutes de footing facile en zone 1 à zone 2 pour préparer son corps à l'effort. Tu peux aussi faire un petit peu de mobilité dynamique pour préparer tes muscles à l'effort. Ça te permettra d'être encore plus frais, plus dispo sur la séance. On fait 3 fois 10 minutes à une allure seuil, entrecoupé de 2 minutes en footing récup. On finit par 10 minutes de footing facile et la séance est terminée. Mercredi, repos ou petite séance de renfo de 15-20 minutes à la maison. Jeudi, 40 minutes d'endurance fondamentale et on peut finir par quelques strides, 4 à 5 accélérations progressives sur 50 mètres. Vendredi, repos. Samedi, sortie longue, 1h à 1h30 en zone 2, endurance fondamentale. Dimanche, récup. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de mettre un j'aime, de la partager et de t'abonner pour soutenir mon travail. Je t'en remercie par avance. Et si tu veux qu'on construise ensemble le plan qui va te permettre de progresser et d'atteindre tes objectifs, n'oublie pas le premier lien dans la description pour mon formulaire de contact si tu veux que je t'accompagne personnellement. Et moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.